Cette nuit-là, j'ai vu quelque chose qui a brisé tout ce que j'avais en moi. Parce qu'une femme de 34 ans est morte sous mes yeux et moi, j'aurais pu la sauver. Pas de sa maladie, parce qu'il n'y avait pas assez de personnel pour la sauver. Je m'appelle Emma, j'ai 27 ans et je suis infirmière aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Ce que je vais vous raconter n'est pas de la fiction. C'est ma réalité. Notre réalité. Mais avant de vous parler de cette nuit horrible, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti que votre travail vous détruisait lentement, que chaque jour, vous perdiez un morceau de vous-même? Si vous répondez oui, alors vous comprendrez. Si vous dites non, préparez-vous, car ce que vous allez entendre va vous choquer. Si vous voulez savoir comment cette histoire se termine et surtout comment j'ai survécu à cette nuit, abonnez-vous immédiatement. Parce que ce qui va suivre, ce sont des choses dont personne n'ose parler. Et laissez-moi vous demander ceci, pensez-vous que c'est seulement mon histoire? Dites-le moi dans les commentaires, vous ou vos proches avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Parce que je pense que je ne suis pas seule. Quand je franchis les portes automatiques des urgences, il est exactement 22 heures. L'odeur de désinfectant me brûle les narines comme toujours, mais ce soir il y a quelque chose de différent dans l'air. Une tension. Une électricité. Margot, ma collègue et mon mentor depuis 3 ans, m'attend près du bureau des infirmières. Elle a 58 ans, travaille aux urgences depuis 30 ans, et ce soir, pour la première fois, je vois de la peur dans ses yeux. Emma, nous avons un problème, dit-elle à voix basse. 3 infirmières sont tombées malades. Une a tenu, elle est partie en pleurs il y a 1 heure. Ce soir, nous ne sommes que 5 pour tout le service. Il y a 30 ans, nous étions 20 infirmières. Maintenant nous sommes 5. Seulement 5. 5 infirmières pour 75 patients. Mon estomac se retourne. Comment allons-nous prendre en charge autant de patients avec si peu de personnel? Depuis la pandémie, tout a changé. Les gens pensent que tout est fini, que nous sommes revenus à la normale. Mais est-ce vrai? La vérité, c'est que le système de santé français s'effondre. Les infirmières partent, épuisées, détruites. Celles qui restent tiennent par miracle ou par folie. Pourquoi personne ne s'intéresse à nous, ne demande comment nous allons? Combien de temps encore, Margot, je demande. Elle ne répond pas. Elle me tend simplement une tablette remplie de dossiers patients. 37 personnes attendent déjà. La nuit ne fait que commencer. Le premier patient que je vois s'appelle Monsieur Dupuis. 68 ans, diabétique, difficultés respiratoires. Selon son dossier, il attend depuis 4 heures. 4 heures assis sur une chaise en plastique, seul, effrayé. Madame, j'ai mal à la poitrine, dit-il avec des larmes aux yeux. J'ai essayé d'appeler mon médecin mais il n'y a plus de médecin dans mon quartier. J'ai essayé d'aller à la pharmacie mais ils ne peuvent rien faire. Alors je suis venu ici et ils m'ont oublié. Il sort la photo de sa petite fille de son portefeuille. C'est son anniversaire demain. Sauvez-moi pour que je puisse être là pour la fête, dit-il. Nous ne l'avons pas oublié. Nous nous noyons simplement. Mais comment lui expliquer cela sans qu'il se sente abandonné? Je prends ses constantes vitales. Tension artérielle 16 dixièmes. Pouls élevé. Il faut un médecin, immédiatement. Je me dirige vers le bureau médical. Le docteur Laurent, 45 ans, cardiologue de garde ce soir, lève à peine les yeux de son ordinateur quand j'entre. Il est visiblement très fatigué. Docteur Laurent, j'ai besoin de vous pour le patient du box 7. Suspicion de problème cardiaque. Emma, j'ai déjà 15 patients en attente. Faites un ECG et revenez si c'est urgent. Si c'est urgent? Un homme de 68 ans avec des douleurs thoraciques n'est pas urgent? Je prends une profonde inspiration. Je ne dois pas craquer. Pas maintenant. Mais s'il ne survit pas jusqu'à demain? Je retourne auprès de Monsieur Dupuis, je branche l'appareil ECG. Mes mains tremblent légèrement. Je suis fatiguée. Pas physiquement. Mentalement. Cette fatigue qui s'infiltre jusqu'aux os, qui vous fait douter de tout. L'ECG montre une anomalie. Pas énorme mais elle est là. Je retourne voir le docteur Laurent. Docteur, l'ECG montre. Emma, je vous ai dit que j'étais occupée. Mettez-le en observation et donnez de l'aspirine. Je viendrai quand je pourrai. Quand il pourra. Et si ce patient fait un infarctus d'ici là?
De qui sera la faute? Si je te criais dessus? Mais je ne peux pas crier, parce que sans lui, je ne peux rien faire. Une ambulance arrive. Les sirènes hurlent dans la nuit parisienne. Une jeune femme, environ 30 ans, inconsciente, suspicion de surdose. Les ambulanciers la déposent sur le brancard. Son visage est pâle, ses lèvres bleues. Je cours vers elle, je vérifie son pouls. Faible. Très faible. Docteur Laurent. Danger vital. Cette fois, il se lève. Nous travaillons ensemble, rapidement, efficacement. Naloxone, oxygène, monitoring. La patiente commence à respirer un peu mieux. Pendant que nous travaillons sur elle, je remarque quelque chose, un tatouage sur son avant-bras. Je survivrai. En lettres fines. Qui est cette femme? Qu'est-ce qui l'a amenée dans cet état? Le docteur Laurent me regarde. Ce soir, pour la première fois, je vois quelque chose dans ses yeux. De la fatigue. La même que la mienne. Emma, bon travail, dit-il simplement, puis retourne vers les autres patients. Bon travail. 2 mots. Parfois c'est tout ce dont on a besoin pour tenir. Nous avons sauvé une patiente du danger, son état s'est amélioré. Il y a encore beaucoup de patients en attente. Margot m'appelle. Emma, box 3, viens tout de suite. Je cours. Dans le box 3, il y a une femme d'environ 40 ans, assise sur le lit, le regard vide. Ses poignets sont bandés. Tentative de suicide. Elle refuse de parler, dit Margot. Elle est ici depuis 2 heures. Le psychiatre ne viendra pas avant demain matin. Demain matin. Et d'ici là? La laissons-nous seule avec ses pensées? Je m'approche doucement. Bonjour, je suis Emma. Je suis infirmière. Voulez-vous parler avec moi? Elle me regarde. Ses yeux sont rouges, gonflés. Elle hoche la tête. Vous n'êtes pas obligé de tout raconter. Mais je suis là. Je ne vais nulle part. Le silence s'installe. Lourd. Étouffant. Puis elle parle. D'une voix à peine audible. Je suis infirmière aussi. À Créteil. J'ai fait un burn-out sévère il y a 3 semaines. Ils m'ont mise en arrêt. Mais aujourd'hui j'ai eu peur de moi. De ce que je pourrais faire. Mon cœur se brise. Une des nôtres. L'une d'entre nous. Vous avez fait ce qu'il fallait en venant ici, je dis en lui tenant la main. Vous êtes courageuse. Elle pleure. Moi aussi. Chaque collègue n'en peut plus et cherche une échappatoire dans le suicide. Mais ce n'est pas la solution. Margot entre et pose sa main sur mon épaule. Combien d'entre nous vont encore craquer avant que quelque chose ne change? Dites-le-moi, que devons-nous faire de plus pour que vous nous voyiez? Soudain, des cris. Une alarme. Box 7. Monsieur Dupuis. Je cours. Arrêt cardiaque. Code bleu. Code bleu au box 7. Tout le monde arrive. Docteur Laurent, 2 internes, Margot, moi. Massage cardiaque, défibrillateur, adrénaline. Nous nous battons. Chaque seconde compte. 1 minute. 2 minutes. 3 minutes. Toujours pas de rythme, dit un interne. Nous continuons. Mes bras me font mal mais je ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas t'arrêter. C'est un être humain. Un père. Un grand-père. Il a attendu 4 heures. Nous n'avons pas le droit de le perdre. Il ne pouvait pas partir sans avoir fêté cet anniversaire. 4 minutes. 5 minutes. Je regarde le visage du docteur Laurent. Et je le vois là. La décision d'abandonner. Ça suffit, dit-il d'une voix calme. Heure du décès, 23h42. Non. Non, non, non. Mes mains sont toujours sur la poitrine de Monsieur Dupuis. Je continue à appuyer. Mais Margot retient ma main. Emma, c'est fini, dit-elle doucement. Je recule. Je regarde autour de moi. Tout le monde dans la pièce est silencieux. Fatigué. Vide. Un homme est mort. Et nous aurions pu faire plus. Nous aurions pu être plus rapides. Nous aurions pu être plus nombreux.
Le docteur Laurent sort de la chambre. Il ne dit rien. Je reste auprès de Monsieur Dupuis. Je tiens sa main. Elle est encore tiède. Je suis tellement désolée, je murmure. Tellement, tellement désolée. Nous n'avons pas pu te sauver. Que tu ne puisses avoir l'anniversaire de ta petite fille me fait tellement mal, pardon, en pleurant. Je vais aux toilettes. Je ferme la porte à clé. Et je m'effondre complètement. Je pleure. Silencieusement mais violemment. Tout ce que j'ai accumulé pendant toute la journée, toute la semaine, tout le mois sort. Combien de temps encore? Combien de temps encore puis-je tenir? Mon téléphone vibre. Message de Margot, nouvelle ambulance arrive. J'ai besoin de toi. Je me lave le visage. Je me regarde dans le miroir. Je ne reconnais pas la femme qui me regarde. Les cernes sous ses yeux. Ses cheveux en désordre. Son âme risée. Mais je dois sortir. Parce qu'il y a des gens qui m'attendent là-bas. J'ouvre la porte. Je retourne dans le couloir. Et c'est à ce moment-là que je vois le nouveau brancard. Avec une jeune femme dessus. Son visage est pâle. Elle a du mal à respirer. L'ambulancier crie vers moi, Anne-Sophie Moreau, 34 ans, détresse respiratoire sévère. Les constantes vitales chutent. 34 ans. Je cours. Parce que cette fois je n'ai pas le droit de perdre. Mais je ne sais pas encore que l'histoire d'Anne-Sophie va tout changer. Va me changer. Et qu'à la fin de cette nuit, je devrais prendre une décision, continuer ou partir pour toujours? Alors, est-ce que quelqu'un que vous aimez a déjà attendu des heures à l'hôpital? Partagez dans les commentaires. Anne-Sophie Moreau. 34 ans. Allongée sur le brancard, les yeux mi-clos, les lèvres violacées. Saturation en oxygène 82%. Niveau critique. Que s'est-il passé dans l'ambulance? Je demande aux secouristes en courant. Trouvée chez elle. Son mari a appelé. Elle avait des symptômes grippaux depuis 3 jours mais aujourd'hui, soudainement, son état s'est aggravé. Forte fièvre, elle n'arrive pas à respirer. La grippe. À l'ère post-Covid, ce mot nous donne encore des frissons. Anne-Sophie, j'appelle en me penchant vers son oreille. Vous m'entendez? Je suis Emma, infirmière. Je vais vous aider. Elle essaie d'ouvrir les yeux. Ses lèvres bougent mais aucun son ne sort. Je vois de la panique dans ses yeux. Une peur pure, primitive. Docteur Laurent, je crie. J'en ai besoin immédiatement. Mais le docteur Laurent est encore avec un autre patient. À sa place, un jeune interne arrive, docteur Thomas Mercier, 28 ans, fraîchement diplômé. Je m'en occupe, dit-il mais il y a de l'hésitation dans sa voix. Non. Cette patiente n'a pas le luxe de l'hésitation. Saturation en oxygène 82% et en baisse, fréquence respiratoire 34, tension artérielle 90/50e, je dis rapidement. Nous devons préparer une intubation. Je vais appeler le docteur Laurent, dit le docteur Mercier. Nous n'avons pas le temps. Margot arrive à mes côtés. Avec ses 30 ans d'expérience, elle évalue la situation en un coup d'œil. Emma, tu as raison. Thomas, va chercher le kit d'intubation. J'appelle le docteur Laurent. Le docteur Mercier court. Je prépare le matériel, les mains tremblantes. La saturation d'Anne-Sophie est tombée à 78%. Il reste des minutes, peut-être des secondes. Le docteur Laurent arrive, le visage tendu, fatigué mais professionnel. Quel est son état? Femme de 34 ans, insuffisance respiratoire sévère, saturation 78% et en baisse. Prépare. L'intubation, c'est danser avec la mort, un faux mouvement et vous perdez. Chacun doit connaître sa place. Pendant que je prépare les médicaments, Margot surveille le monitoring, le docteur Laurent place le tube. Mais il y a un problème. Les veines se sont effondrées. Je ne peux pas administrer les médicaments. Je ne trouve pas de voie veineuse, je dis. La panique s'infiltre dans ma voix. Cathéter central, dit le docteur Laurent calmement. Emma, tu peux le faire? Puis-je le faire? Oui. Mais j'ai des tremblements dans les mains. Je suis fatiguée. La mort de Monsieur Dupuis est encore dans ma tête. Je peux le faire, je dis.
Mais je ne suis pas sûre. Margot tient ma main. Tu vas y arriver, murmure-t-elle. Respire. Je respire. 1, 2, 3. Je prends l'aiguille. Je m'approche du cou d'Anne-Sophie. Je me souviens de l'anatomie. Je me souviens de la formation. J'insère. J'aspire. Du sang arrive. Je suis au bon endroit. C'est bon? Bravo Emma, dit le docteur Laurent. Pour la première fois ce soir, je vois qu'il me regarde. Vraiment me regarde. Nous administrons les médicaments. Nous plaçons le tube. Le ventilateur commence à fonctionner. La saturation d'Anne-Sophie remonte. 82%. 87%. 91%. Nous respirons. Tous. Transfert en réanimation nécessaire, dit le docteur Laurent. Mais nous savons tous, il n'y a pas de place en réanimation. Depuis 3 jours, la réa est pleine. Est-ce que quelqu'un que vous aimez n'a jamais trouvé de place en réanimation? Ce n'est pas qu'une histoire, c'est la réalité de milliers de Français. Si vous pensez que cela doit changer, écrivez dans les commentaires #LaSantéCompte et partagez vos pensées. Pendant qu'Anne-Sophie attend d'être transférée en réanimation, une nouvelle ambulance arrive. Cette fois, un jeune homme. 19 ans, Malik. Coup de couteau, saignement abdominal. Que s'est-il passé, je demande. À gare en banlieue, dit l'ambulancier. Encore ces guerres de gang. Les yeux de Malik sont ouverts mais il se tord de douleur. Maman. Gémit-il. Ma mère, ne lui dites pas s'il vous plaît. Nous ne lui dirons pas, je dis mais je mens. Sa mère doit déjà être en route. Le docteur Laurent examine la plaie. Chirurgie nécessaire. Appelez le chirurgien. Mais le chirurgien de garde ce soir est dans un autre hôpital pour une urgence. Le chirurgien le plus proche est à 45 minutes. Il ne peut pas attendre 45 minutes, dit Margot. Je vois du désespoir sur le visage du docteur Laurent. Pour la première fois. Essayons de le stabiliser. Nous n'avons pas d'autre choix. J'entends un cri dans le couloir. Une femme entre en courant. Mon fils. Malik. Où est mon fils? La mère de Malik. Les yeux pleins de larmes, un chapelet dans les mains. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous, je dis. Votre fils est en cours de traitement. Quel traitement? Que lui est-il arrivé? Mon Dieu, que lui est-il arrivé? Comment le dire? Comment dire à une mère que son fils est peut-être en train de mourir? Il a été poignardé. Mais nos médecins. Poignardé? Qui a fait ça? Qui a fait ça à mon fils? Elle commence à pleurer. Elle s'effondre. Je m'effondre avec elle, j'entoure ses épaules de mes bras. Nous ne savons pas, je dis doucement. Mais nous faisons tout notre possible pour le sauver. Ce qui me traverse l'esprit, c'est, si seulement nous avions un chirurgien. Si seulement nous avions un lit de réanimation. Si seulement, aussi seulement. Le cri de sa mère a fait trembler tout le monde. À ce moment-là, juste au moment où j'allais abandonner. Margot me tire à l'écart. Son visage est très fatigué, mais il y a autre chose. De la colère. Emma, est-ce qu'on peut parler une minute? Nous allons au bureau des infirmières. Elle ferme la porte. Ce soir, 2 personnes sont mortes. 2. Et la nuit n'est pas encore finie. Je sais, Margot, je... Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas encore. Elle s'assoit, prend sa tête entre ses mains. Je suis ici depuis 30 ans, Emma. 30 ans. Et ça n'a jamais été aussi mauvais. C'est la première fois que je vois Margot comme ça. Fragile. Humaine. Que devons-nous faire, je demande. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Elle me regarde. Mais je sais une chose, tu es plus jeune, plus forte. Tu peux encore partir. Faire autre chose. Mais moi, je suis trop vieille. Margot, tu... Écoute-moi. Peut-être que tu ne peux pas me sauver. Tu n'as pas pu sauver Monsieur Dupuis. Mais tu peux te sauver toi-même. Pense-y. Elle ouvre la porte et sort. Me laissant seule avec mes questions.
Je croise le docteur Laurent dans le couloir. Emma, une minute. Il m'emmène dans son bureau. Ce soir, c'est la première fois que nous parlons seuls. Tu as fait du bon travail ce soir, dit-il. Avec Anne-Sophie. Le cathéter central, tu n'as pas hésité. Merci. Mais je dois te dire quelque chose. Il s'assoit, me regarde dans les yeux. Ce métier n'est plus comme avant. La pandémie a tout changé. Les gens sont partis. Il n'y a pas d'argent. Le système s'effondre. Je sais. Non, j'en sais plus que ce que tu sais. Il marque une pause. Ma femme était aussi infirmière. Elle a travaillé 20 ans. L'année dernière, elle a fait un burn-out sévère et a démissionné. Maintenant elle est à la maison, elle prend des antidépresseurs, va en thérapie. Et moi, je n'ai pas pu l'aider. Parce que j'étais dans le même système. Elle vit encore, je lui dis, et vous aussi. Je suis choquée. Le docteur Laurent. Le docteur Laurent froid et distant. Lui aussi a une histoire. Je suis désolée, je dis. Ne t'excuse pas, fais juste attention. Parce que ce travail peut te dévorer aussi. Je sors faire une pause. Je monte sur le toit. Je regarde la nuit parisienne. La tour Eiffel scintille de mille feux. La Seine brille sous le clair de lune. Les gens marchent dans ces rues, en sécurité, heureux, sans savoir. Sans savoir qu'ici, dans cet hôpital, le système s'effondre. Mon téléphone sonne. Maman. Emma, chérie, comment vas-tu? Je vais bien maman, je dis. Mais ma voix se brise. Emma? Tu pleures? Non, je suis juste fatiguée. Mon bébé, tu le sais, n'est-ce pas? Aucun travail n'est plus important que ta santé. Je sais maman. Alors tu devrais venir. Ce week-end, viens à Lyon. Grand-mère veut te voir. Grand-mère. Ma grand-mère. 85 ans, malade d'un cancer. Je ne l'ai pas vue depuis 1 an. Je viendrai maman. Je le promets. Mais au fond, je sais, je ne pourrai peut-être pas venir. Parce qu'ici, trop de gens ont besoin de moi. Ou peut-être que je ne veux plus être ici. Personne n'apporte de soutien, cet effondrement s'aggrave de plus en plus. Je redescends. Dans le couloir, je vois le docteur Mercier. Appuyé contre le mur, en pleurs. Thomas? Que s'est-il passé? Il lève la tête. Ses yeux sont tout rouges. Malik. Il est mort. Le chirurgien n'est pas arrivé à temps. Mon cœur s'arrête. Quand? Il y a 10 minutes. Sa mère était à ses côtés. Ses cris résonnent encore dans mes oreilles. Je m'assois à côté de lui. Je ne sais pas quoi dire. C'est ma faute, dit-il. J'ai été insuffisant. Non, je dis fermement. Ce n'est pas ta faute. C'est la faute du système. Le fait qu'il n'y ait pas de chirurgien, que la réanimation soit pleine, que nous n'ayons pas assez de personnel, ce n'est pas ta faute. Mais je suis médecin. Je devais le sauver. Et je suis infirmière. Je devais sauver Monsieur Dupuis. Mais je n'ai pas pu. Parce que nous sommes seulement humains, Thomas. Et ce système nous dévore. Nous devons garder notre sang-froid sinon nous ne réussirons pas. À ce moment-là, je soutenais Thomas sans même me ressaisir. J'y étais obligé. L'heure la plus sombre de la garde de nuit. Entre 3 heures et 5 heures. L'heure où le corps humain est le plus faible, où l'âme est la plus fatiguée. Anne-Sophie attend toujours son transfert en réanimation. Sous ventilateur, stable mais fragile. Je vais à ses côtés. Je tiens sa main. Anne-Sophie, je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Mais si vous m'entendez, battez-vous. S'il vous plaît, battez-vous. Parce que vous avez inspiré beaucoup de gens ce soir. Moi aussi. Je regarde le son du moniteur. Bip. 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 Régulier. Bon. Vous savez, vous avez un tatouage sur le bras. Il dit où je survivrai. Et vous allez survivre. J'y crois. Ses doigts bougent légèrement. M'entend-elle? Je ne sais pas. Mais je veux y croire.
Connaissez-vous quelqu'un qui travaille à l'hôpital? Laissez un commentaire pour les remercier. Ce sont des héros. Et les héros ont aussi besoin de soutien. Margot m'appelle. Emma, viens tout de suite. Je cours. Toujours. Je cours toujours. Box 3. L'infirmière qui a tenté de se suicider, Céline, est toujours là. Mais maintenant elle dort. Qu'y a-t-il? Le psychiatre est venu. Il lui a donné un sédatif. Elle sera transférée dans un établissement demain matin. Bien. Mais Emma. Margot me tend quelque chose. Une note. Elle a laissé ça pour toi. J'ouvre la note. L'écriture est tremblante. Emma, je ne connaissais pas ton nom mais je ne t'oublierai jamais. Ce soir tu m'as montré qu'il y a encore de l'espoir. Merci. Tu es un ange. Mais s'il te plaît, prends soin de toi aussi. Parce que les anges tombent aussi. Céline. Mes yeux se remplissent de larmes. Margot, je pleure, dit-elle. Pleurer c'est bien. Ça te rappelle que tu es humaine. Mais il n'y avait pas de temps, il y avait trop de patients en attente. Une nouvelle patiente. Une vieille dame, 82 ans, Madame Beaumont. Elle est tombée chez elle, suspicion de fracture de la hanche. Mais sa petite fille est venue avec elle. 7 ans, une petite fille, Juliette. Grand-mère a mal, dit Juliette les larmes aux yeux. S'il vous plaît, aidez-la. Je regarde Madame Beaumont et, je vois ma grand-mère. Ma grand-mère à Lyon. 85 ans, qui se bat contre le cancer. Je vais l'aider, je dis à Juliette. Je le promets. Mais au fond je sais, si grand-mère tombe, ici, dans cet hôpital, avec si peu de personnel, pourrons-nous la sauver? L'aube se lève. Paris se réveille lentement. L'équipe de jour arrive. Cette infirmière a beaucoup plus que 5 heures mais je ressens quand même un soulagement. Le docteur Laurent s'approche de moi. Emma, rentre chez toi. Ton service est fini. Mais Anne-Sophie. Nous allons nous en occuper. Va, dors, repose-toi. Je veux partir. Mais mes pieds ne bougent pas. Comme si j'étais clouée au sol. Emma? Margot est à mes côtés. Qu'y a-t-il? Je ne sais pas, je dis. Je ne peux pas bouger. Mes bras tremblent. Mes jambes tremblent. Tout mon corps tremble. Attaque de panique. Je sais parce que je l'ai déjà vu. Mais quand ça m'arrive à moi, je ne peux pas contrôler. Emma, respire, dit Margot. Avec moi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Lentement, ça s'arrête. Mais la peur est toujours là. Qu'est-ce que c'est, Margot? Le début d'un burn-out, dit-elle doucement. Tu vois, nous passons tous par le même chemin. Je sors de l'hôpital. Je marche dans les rues de Paris. Le soleil se lève. Les gens vont au travail. Les boulangers sortent le pain. Les cafés ouvrent. La vie continue. Mais moi, j'ai changé. Une nuit m'a changé. Mon téléphone sonne. Margot. Emma, bonne nouvelle. Anne-Sophie a été transférée en réanimation. Elle est stable. Je souris. Pour la première fois ce soir, je souris. C'est génial. Et Emma, tu reviendras demain? Je m'arrête. Je suis au milieu, au bord de la Seine. Vais-je revenir? Oui. Non. Je ne sais pas. Margot, je peux te répondre plus tard? Bien sûr. Mais Emma, si tu ne viens pas, je comprendrai. Nous comprendrons tous. Je raccroche. Je regarde l'eau. Je regarde ma ville. Et à ce moment-là, je comprends, je dois prendre une décision. Vais-je continuer ou partir? Mais je n'ai pas encore pris ma décision. Parce que le lendemain, quelque chose va se passer. Quelque chose qui va complètement me changer. Si vous vous demandez, et je suis sûr que oui, activez les notifications maintenant, abonnez-vous. Parce que cette histoire n'est pas finie. Et à la fin, vous apprendrez la vérité. Quand est-ce qu'une infirmière dit ça suffit?
48 heures. C'est le temps qu'il m'a fallu pour arriver à ma décision. Pendant 48 heures, je n'ai pas pu dormir, manger, ni même penser. Il n'y avait qu'une seule question dans ma tête. Vais-je retourner? Je suis Emma. Et je vais vous raconter comment une infirmière de 27 ans s'est effondrée. Je vais vous montrer comment le système s'est effondré. Et comment un être humain atteint le point de non-retour. Êtes-vous prêt? Mais d'abord, laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous déjà ressenti que vous deviez faire un choix entre vos passions et votre santé? Si vous répondez oui, abonnez-vous maintenant. Parce que cette histoire pourrait aussi être la vôtre. Revenons 48 heures en arrière. Ce matin-là, quand je suis arrivée chez moi, je me suis regardée dans le miroir. Une femme que je ne reconnaissais pas me regardait. Je me suis allongée sur le lit mais je ne pouvais pas dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Monsieur Dupuis. Je voyais Malik. Je voyais les lèvres bleues d'Anne-Sophie. Mon téléphone a sonné. Margot. Emma, tu dormais? Non. Écoute, quelque chose s'est passé à l'hôpital. Anne-Sophie s'est réveillée. La première chose qu'elle a demandé, c'était de te voir. Mon cœur s'est accéléré. Quand? Il y a 1 heure. Emma, tu viens? Je sais que tu es fatiguée mais... Je pense qu'elle a besoin de te voir. Le choix. Toujours le choix. J'arrive. Je devais y aller. Mes patients ont toujours été ma priorité. Je suis retournée à l'hôpital. J'en étais sortie 7 heures avant mais c'était comme si des mois s'étaient écoulés. Je suis entrée en réanimation. Anne-Sophie était assise dans son lit. Elle portait encore son masque à oxygène mais ses yeux étaient ouverts. Elle était vivante. Emma, dit-elle d'une voix faible. Vous m'avez sauvée. Non, je dis en tenant sa main. Nous vous avons sauvée. En équipe. Non, insiste-t-elle. Margot m'a raconté. C'est vous qui avez posé le cathéter central, même si vos mains tremblaient. Parce que vous n'avez pas abandonné. Mes yeux se remplissent de larmes. Comment vous sentez-vous? J'ai mal, mais je suis vivante. Elle s'arrête. Emma, je peux vous dire quelque chose? Bien sûr. Je ne suis pas vraiment infirmière. Je suis enseignante, à l'école primaire. Mais mon mari est infirmier. Il travaille à Lyon. Et le mois dernier, il a tenté de se suicider. Le monde s'arrête. Quoi? Burn-out. 3 ans aux urgences. Il n'a pas tenu. Maintenant il est en soins psychiatriques. Elle commence à pleurer. Je n'ai pas pu le sauver, Emma. Mais vous m'avez sauvé. Ça me donne de l'espoir. Peut-être qu'il peut guérir aussi. Lyon. Son mari est infirmier à Lyon. Ma mère est à Lyon. Grand-mère est à Lyon. Comment s'appelle votre mari? Je demande. Antoine Moreau. Vous le connaissez peut-être? Je ne le connaissais pas. Mais quelque chose en moi s'est brisé. Parce qu'Antoine aurait pu être moi. Nous aurions tous pu l'être. Je suis sortie de la chambre d'Anne-Sophie et j'ai directement trouvé Margot. Margot, y a-t-il quelque chose que je dois savoir? À propos du mari d'Anne-Sophie? D'où as-tu entendu ça? C'est elle qui me l'a dit. Margot soupire. Oui, Antoine Moreau. Il travaillait à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. C'était un infirmier reconnu. Mais, le système l'a dévoré. Le mois dernier, il a tenté de se suicider. Maintenant il est en soins psychiatriques. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je savais que tu étais sur le même chemin. Et je ne voulais pas te faire peur. Est-ce que je vais bien, Margot? Non Emma. Tu ne vas pas bien. Aucun de nous ne va bien. J'ai peur que tu vives aussi cette situation. J'étais à la cafétéria de l'hôpital. J'essayais de boire un café mais mes mains tremblaient. Le docteur Laurent s'est assis en face de moi. Tu n'es pas de service? Je ne pouvais pas dormir. Je suis venue voir Anne-Sophie. Moi aussi. Il s'arrête. Emma, je dois te parler de quelque chose. Quoi? Hier soir, je t'ai parlé de ma femme, Sophie. Elle était infirmière, elle a fait un burn-out. Je m'en souviens, mais je ne t'ai pas tout dit. Il me regarde dans les yeux. Sophie n'a pas seulement fait un burn-out, elle a fait une erreur, une petite erreur, dans un dosage de médicaments. Le patient n'a pas été blessé mais Sophie ne s'est jamais pardonnée. Et cette erreur, c'était le résultat du burn-out, de la fatigue, de l'épuisement. Comment va-t-elle maintenant? Elle s'en est sortie. Elle suit une thérapie, prend des médicaments. Mais elle n'est plus la même. Elle ne pourra jamais retravailler. Et moi, je l'ai perdue. Pas physiquement mais, j'ai perdu son âme. Pourquoi me racontez-vous ça? Parce que je vois les mêmes symptômes chez toi. L'attaque de panique d'hier soir, les mains qui tremblent, l'insomnie. Emma, tu es en danger. Et quelqu'un doit te le dire. Sur le chemin du retour, mon téléphone a sonné. Maman. Emma. Enfin. Il est 13h30. Pourquoi ne répondais-tu pas? Désolée maman, je dormais. Emma, écoute. Grand-mère, son état s'est aggravé. Les médecins disent qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Le monde s'est écroulé. Quoi? Quand? Hier soir. Ils l'ont hospitalisée. Elle est maintenant en soins palliatifs. Emma, tu dois venir. Elle te demande. Je viens demain. Demain? Emma, ce serait mieux si tu venais maintenant. Maman, je travaille. Je viens demain, d'accord? J'ai raccroché. Puis j'ai commencé à pleurer. Grand-mère était en train de mourir. Et moi, j'étais ici, à Paris, à essayer de sauver des étrangers. Avez-vous déjà été confronté à un tel choix, entre votre famille et votre travail? Partagez dans les commentaires. Peut-être pouvons-nous nous entraider. Je me suis réveillée. Il était 18h. Le service de nuit commençait à 22h. Devais-je y aller? Ou devais-je aller à Lyon? Mon téléphone a sonné. Margot encore. Emma, tu peux venir ce soir? 2 autres infirmières sont tombées malades. Nous sommes désespérés. Margot, ma grand-mère. Je sais. Ta mère m'a appelé, elle m'a tout raconté. Emma, va à Lyon, nous nous débrouillerons. Mais, Emma, la voix de Margot s'est brisée. S'il te plaît, va, sinon tu le regretteras. Et le regret
Le regret est pire que le burn-out. J'étais chez moi. La valise était prête. Le billet TGV était acheté. Lyon à 2 heures. Mais je ne pouvais pas partir. Parce que le téléphone sonnait. L'hôpital. Docteur Laurent. Emma, je sais que Margot t'a libérée. Mais, il y a une situation. Un gros accident. Un bus s'est renversé. 30 blessés arrivent. Et nous ne sommes pas assez. Combien d'infirmières? 3. 3 infirmières pour tout le service. 3 infirmières. 30 blessés. J'arrive. Quand je suis arrivée à l'hôpital, c'était le chaos. Les ambulances arrivaient les unes après les autres. Les gens criaient, pleuraient, il y avait du sang, c'était le chaos. 3 infirmières, Margot, moi et une nouvelle infirmière, Léa, 23 ans, 2 mois d'expérience. Le docteur Laurent et 2 médecins internes. 30 blessés. Nous devons faire un tri, dit le docteur Laurent. Emma, tu prends les cas verts, Margot les jaunes, moi les rouges. Triage, médecine de guerre. Qui vivra, qui peut attendre, qui sera abandonné. Ma première patiente est une fille de 16 ans, Chloé. Une coupure à la tête, le bras cassé mais stable. Maman, où est ma mère? Pleure-t-elle. Votre mère est aussi ici, les médecins s'occupent d'elle. Va-t-elle mourir? Non, elle ne mourra pas. Mais je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Mon deuxième patient est un vieil homme. Traumatisme thoracique. Il ne peut pas respirer. Docteur Laurent. J'ai besoin d'aide ici. Mais le docteur Laurent s'occupe de quelqu'un d'autre. Quelqu'un de pire. Emma, stabilise. Je ne peux pas venir. Stabiliser. Comment? Je suis infirmière. Pas médecin, mais je dois le faire. Drain thoracique, je ne l'ai jamais fait, mais je l'ai vu. Mes mains tremblaient, mais je n'avais pas d'autre choix. Léa, aide-moi. Nous l'avons fait ensemble, d'une manière ou d'une autre. J'ai inséré l'aiguille, l'air est sorti, l'homme a pu respirer. Il vit, dit Léa avec étonnement. Oui, je dis, mais dans ma tête, juste un miracle. J'étais obligée de le faire sinon il allait mettre fin à sa vie. Le chaos continuait. 30 patients, la plupart stabilisés mais la situation était encore critique. Puis Margot a crié. Emma, box 7, j'ai couru, box 7, l'endroit où Monsieur Dupuis était mort. Il y avait une femme, dans la quarantaine. Elle était dans le bus près de Chloé, la mère de Chloé. Le pouls chute, dit Margot. Elle fait un arrêt cardiaque. Non, pas encore. Personne ne va mourir dans ce box à nouveau. J'ai commencé le massage, défibrillateur, adrénaline. 1 minute, 2 minutes, toujours pas de rythme. J'ai continué. Mes bras me faisaient mal mais je ne pouvais pas m'arrêter. 3 minutes, 4 minutes, et puis, un rythme faible mais là. Elle est revenue, cria Margot. Elle est revenue. La mère de Chloé est revenue. J'ai respiré. Pour la première fois ce soir, j'ai respiré. Dans le couloir, j'ai trouvé le docteur Laurent, appuyé contre le mur, fatigué. Tu as fait du bon travail, dit-il. Au box 7, tu as sauvé la mère de Chloé. Nous l'avons sauvée. Non Emma, c'est toi qui l'as sauvée. Moi, j'étais avec un autre patient. C'est toi qui as décidé. Toi qui as agi. Je n'avais pas d'autre choix. C'est ça. C'est la dernière étape avant le burn-out. Quand tu commences à dire je n'ai pas d'autre choix. Point. Tous les patients avaient été stabilisés. 30 blessés, 0 mort. Un miracle. Mais il y avait un prix à payer. Margot s'est assise sur une chaise. Je ne peux pas, dit-elle. Je ne peux plus le faire. Margot, Emma, j'en ai fini. 30 ans. Ça suffit. Demain je démissionne. J'ai été choquée. Quoi? Non. Tu ne peux pas. Tu es Margot. Je suis aussi humaine. Emma. Et cet être humain est fatigué. Très fatigué. J'étais sur le toit. Encore. Je regardais les lumières de Paris. Le docteur Laurent m'a rejoint. Tu fuis? Je réfléchis. À quoi? À tout. Ce travail. Cette ville. Cette vie. Et, je ne sais pas. Je me suis tournée vers lui. Docteur Laurent, comment continuez-vous? Votre femme a fait un burn-out, le système s'effondre, les gens meurent. Comment venez-vous chaque jour? Parce que je ne sais rien faire d'autre. C'est tout ce que je connais. Il s'arrête. Mais Emma, tu es jeune, tu as encore le choix. Ne me retire pas cette chance. J'ai pris une pause. J'ai regardé mon téléphone. 12 messages de maman. Le dernier, Emma, grand-mère veut te parler. S'il te plaît, appelle. J'ai appelé. J'ai dépassé maman. J'ai parlé avec grand-mère. Sa voix était très faible. Ma petite Emma, dit-elle. Où es-tu? Je suis à Paris. Grand-mère, je travaille. Ah, tu travailles toujours. Exactement comme ton grand-père. Il était infirmier aussi, tu te souviens? Je m'en souviens. Lui aussi travaillait beaucoup. Et finalement, il est mort à l'hôpital, loin de sa famille. J'ai commencé à pleurer. Grand-mère, je suis désolée. Je viens demain, je promets. Non mon chéri, tu dois rester. Tu dois aider les gens. Moi, je vais bien. Mais elle n'allait pas bien. Je l'entendais dans sa voix. Je t'aime grand-mère. Moi aussi je t'aime. Et je suis fière. Mais Emma, tu dois aussi être fière de toi. Et prendre soin de toi. Je suis revenue. Il y avait encore des patients mais les situations étaient stables. Léa, l'infirmière de 23 ans, pleurait dans les toilettes. Léa, je ne peux pas, dit-elle. C'est trop dur, c'est trop. Je me suis assise à côté d'elle. Je ne savais à quoi dire. Je sais. Comment faites-vous, vous et Margot? Comment tenez-vous? Je ne sais pas. Je suppose que tu t'habitues ou tu craques. Je ne veux pas craquer. Alors pars maintenant. 2 mois ce n'est pas trop tard. Mais alors j'aurais échoué. Non Léa, tu te seras sauvée toi-même. Si vous êtes professionnel de santé et que cette histoire vous semble familière, s'il vous plaît demandez de l'aide. Appelez le 3114 ou consultez les ressources dans la description. Parce que vous méritez d'être sauvé. Chloé, la fille de 16 ans, s'est approchée de moi. Son rat était dans le plat. Infirmière,
comment va ma mère? Bien, elle est en réanimation mais stable. Vous l'avez sauvée, n'est-ce pas? Nous l'avons sauvée. En équipe? Non. Margot m'a raconté. C'est vous qui l'avez sauvée. Elle a commencé à pleurer. Merci. Sans ma mère, je ne pourrais pas vivre. Je l'ai serrée dans mes bras. Et j'ai pleuré aussi. Parce que j'ai réalisé, c'est ça. C'est pour ça que nous le faisons. C'est pour ça que nous venons chaque nuit, que nous mourons, que nous craquons mais que nous revenons. Pour des gens comme Chloé, le service était presque fini. L'aube commençait à se lever. Margot s'est approchée de moi. Emma, nous avons parlé. Je retire ma démission. Vraiment? Oui. Parce que j'ai réalisé que, je ne le fais pas seulement pour moi. Je le fais pour vous, les jeunes infirmières. Emma, Léa, quelqu'un doit vous montrer le chemin. Margot, mais à une condition. Toi aussi tu restes. Et tu vas à Lyon. Tu vas voir grand-mère. Aujourd'hui. Maintenant. Mais, Emma, écoute, si nous avons appris quelque chose ce soir, c'est que, la vie est courte. Et la famille est importante. Va, je suis là. Elle avait raison, je devais y aller. Je suis parti tôt. Je suis sorti de l'hôpital. J'ai couru à la gare TGV. Il y avait un train de 7 heures pour Lyon. Je suis monté dans le train. J'ai regardé Paris par la fenêtre. La ville se réveillait. Et moi, j'avais pris une décision. J'allais revenir. J'allais continuer à être infirmière. Mais j'allais changer. J'allais établir des limites. J'allais prendre soin de moi. Et j'allais me battre pour que le système change. Parce qu'il y avait des gens comme Chloé. Des gens comme Anne-Sophie. Et pour eux, ça valait la peine de se battre. Je suis arrivée à Lyon. J'ai couru à l'hôpital, à la chambre de grand-mère. Elle était vivante, faible mais vivante. Emma, dit-elle en ouvrant les yeux. Tu es venue. Je suis venue grand-mère. Mais ton travail. Tu es plus importante. J'ai tenu sa main. Et à ce moment-là, j'ai réalisé, ce voyage n'était pas seulement pour grand-mère. C'était pour moi aussi. Parce que si je ne prends pas soin de moi, comment puis-je prendre soin des autres? Mais à ce moment-là, le téléphone a sonné. De Paris. Margot. Emma. Il y a un problème, un gros problème. Anne-Sophie s'est aggravée. Sepsis. Et les médecins soupçonnent une erreur commise par une infirmière. Le monde s'est arrêté. Une erreur. Une infirmière. Qui? La voix de Margot s'est brisée. Emma. Léa. Et maintenant elle fait l'objet d'une enquête. Et Anne-Sophie est en train de mourir. Non, 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 non. Au moment même où j'avais pris ma décision, tout s'effondrait à nouveau. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, ce n'est pas fini. Ça ne finira jamais. Parce qu'en tant qu'infirmière, il y a toujours la prochaine crise. Alors qu'ai-je fait? Suis-je retourné à Paris? Ou devais-je rester à Lyon, auprès de ma grand-mère? Et qu'est-il arrivé à Léa? Qu'est-il arrivé à Anne-Sophie? Parce que la fin de cette histoire, la fin va vous choquer. La réponse, quand quelqu'un meurt et que c'est de ta faute. Je suis Emma, et je vais vous raconter le pire cauchemar d'une infirmière. Mais je vais aussi vous raconter bien plus. Je vais vous montrer comment un système s'effondre, comment une famille se brise, et comment un être humain se sauve lui-même. S'il vous plaît, abonnez-vous. Nous devons toucher plus de monde. Likez la vidéo et j'attends vos commentaires. Le téléphone dans mes mains. La voix de Margot dans mes oreilles. Mais le monde semble arrêter. Emma, Léa. Et maintenant elle fait l'objet d'une enquête. Et Anne-Sophie est en train de mourir. Grand-mère me regarde. Faible, fatiguée mais il y a de la compréhension dans ses yeux. Va, dit-elle doucement. Tu dois y aller. Mais grand-mère. Emma, elle tient ma main. Tremblante. Je suis vieille. Mais cette jeune fille, elle a plus besoin de toi. Et cette femme malade, elle a aussi besoin de toi. Va, je serai là. Je pleure. Si je te perds. La vie est pleine de pertes mon chéri. Mais les regrets sont pires. Va, et reviens. Promets-le. Je le promets. J'enrase son front. Je cours dehors. À la gare TGV. Paris. 2 heures de trajet. 2 heures pour réfléchir. 2 heures d'enfer. Quelque chose s'était-il passé? Je me torturais de ne plus pouvoir y arriver. J'étais fatiguée que ce fardeau soit trop lourd pour une infirmière. Je suis assise dans le train. J'appelle Margot. Margot? Que s'est-il passé? Donne-moi les détails. Emma, la voix de Margot est brisée. Hier soir, après l'accident, Anne-Sophie était stable. Mais ce matin à 6 heures, sa fièvre a monté. Sepsis, ça progresse vite. Et ils ont vérifié le dosage d'antibiotiques. Il a été administré à la mauvaise dose. Mon cœur s'arrête. Combien de différence? 10 fois moins. Emma, 10 fois. Dans un traitement de sepsis, ça signifie la mort. C'est Léa qui l'a administré? Oui. Cette nuit-là, après ton départ pour Lyon, Léa était seule pendant un moment. J'étais avec un autre patient. Et elle s'est trompée. Milligrammes et microgrammes. Erreur classique. Erreur classique. On l'enseigne le premier jour de l'école d'infirmière. Mais dans la fatigue, sous le stress, à 3 heures du matin, n'importe qui peut la faire. Où est Léa maintenant? Chez elle. Effondrée. Le docteur Laurent et l'administration de l'hôpital ont ouvert une enquête. Emma, c'est grave, très grave. Anne-Sophie a une chance? Silence, long silence. Les médecins disent 20%. Peut-être 20%. Erreur d'infirmière. 2 mots qui font trembler tout le secteur. Mais la vérité c'est, les erreurs n'arrivent pas parce que les infirmières sont mauvaises. Les erreurs arrivent parce que le système s'est effondré. Si vous êtes d'accord avec ça, écrivez-le dans les commentaires. Je suis curieuse de vos expériences. Je lirai chaque commentaire, on se voit dans les commentaires. J'arrive à Paris, métro, hôpital, je cours, réanimation, la chambre d'Anne-Sophie. Son mari Antoine est là. Il est venu de Lyon, sorti en permission de son traitement psychiatrique. Son apparence, mon Dieu, fatigué, brisé, comme un fantôme. Vous êtes Emma, dit-il en me voyant. Ma femme a parlé de vous. Vous l'avez sauvée.
j'ai juste fait mon travail. Non, il me regarde dans les yeux. Vous avez donné de l'espoir. À moi aussi. Parce que si vous avez pu sauver ma femme, peut-être que je peux guérir aussi. Mais maintenant sa femme est en train de mourir. Et moi, que puis-je dire? Antoine, je suis désolé. Les médecins m'ont expliqué. Erreur d'infirmière. Dosage d'antibiotiques. Il marque une pause. Vous savez, j'ai fait une erreur aussi. L'année dernière, un dosage de médicaments. Le patient n'a pas été blessé mais je ne me suis jamais pardonné. Et ça m'a amené ici. Vous avez été trop dur avec vous-même. Non, Emma. Le système a été trop dur avec moi. Il m'a brisé. Et maintenant il brise une autre infirmière. Je trouve Margot dans le bureau des infirmières, seule, en pleurs. Margot, elle lève la tête. Ses yeux sont gonflés. Emma, tu es venue. Bien sûr que je suis venue. Je m'assois à côté d'elle. Où est Léa? Chez elle. L'hôpital l'a suspendue. Le temps de l'enquête. Emma, cette fille a 23 ans. 2 mois d'expérience. Et maintenant sa vie est finie. Comment c'est arrivé? Fatigue, stress. 3 heures du matin. Seule. Dans l'armoire à pharmacie, 10 antibiotiques différents, tous avec des noms similaires. Et elle s'est trompée. Vancomycine 1000 mg au lieu de 100 mg. Personne d'autre ne l'a remarqué? J'aurais dû le remarquer. J'étais la senior. Mais à ce moment-là, j'étais avec un autre patient. Et Léa n'a pas vérifié. Elle l'a fait seule. Parce qu'il n'y avait personne d'autre. Je rends visite à Léa. Un petit studio dans la banlieue parisienne. Elle ouvre la porte. Son apparence est terrible. Cheveux en désordre, yeux gonflés, visage hâle. Emma, dit-elle. Puis elle s'effondre. Par terre, en pleurs. Je m'agenouille près d'elle. Je la serre dans mes bras. Léa, calme-toi. Respire. Je l'ai tuée, dit-elle en sanglotant. J'ai tué Anne-Sophie. Je suis une meurtrière. Non, tu n'es pas une meurtrière. Tu as fait une erreur. 10 fois la mauvaise dose. Quel genre d'erreur c'est ça? Une erreur humaine. Une erreur causée par la fatigue, par le système. Mais je suis infirmière. Je n'ai pas le droit de faire d'erreur. Et c'est à ce moment-là que je comprends. C'est à ce moment-là que je me vois. Parce que j'ai ressenti la même chose. Quand Monsieur Dupuis est mort. Quand Malik est mort. Léa, écoute-moi. Tu n'as pas fait une erreur humaine. Le système t'a fait échouer. Seule, à 3 heures du matin, fatiguée, stressée. Ce n'est pas ta faute, mais le tribunal ne dira pas ça. Ma licence sera révoquée. Ma carrière est finie. Peut-être que ce sera le début d'un changement. Avez-vous déjà été dans cette situation? Vous avez fait une erreur et vous ne vous êtes jamais pardonné? Partagez dans les commentaires. Parce que nous sommes tous humains. Et nous devons apprendre à pardonner. Je rencontre le docteur Laurent. Dans son bureau, fatigué mais professionnel. Emma, tu sais pourquoi tu es là? L'état d'Anne-Sophie. Oui, critique. J'ai dit 20% mais en réalité c'est moins, peut-être 10%. Et Léa, l'enquête continue. Mais Emma, ce n'est pas seulement la faute de Léa, c'est la faute du système. J'ai parlé avec l'administration. Je vais écrire un rapport. Parce que ça doit s'arrêter. Quoi doit s'arrêter? Ça, cet effondrement. 3 infirmières pour 50 patients. Jeune infirmière seule en garde de nuit. C'est inacceptable. Et je ne peux plus rester silencieux. Je suis choqué. Vous allez écrire un rapport? Oui, et j'ai besoin de ton aide. Emma, tu es témoin de cette nuit, de la nuit dernière, de toutes ces nuits. Tu dois parler avec moi. Enregistrons cela, clarifions ces situations. Mais ça ne sauvera pas Léa. Non, mais peut-être que ça sauvera la prochaine Léa. Margot, moi et le docteur Laurent. Nous nous asseyons ensemble. Nous parlons. Il y a 30 ans, dit Margot, nous étions 15 infirmières dans ce service. En garde de nuit, cette infirmière. Maintenant, 5 infirmières le jour, 2 à 3 la nuit. Le nombre de patients est le même plus. La pandémie a tout empiré, dit le docteur Laurent. Les infirmières sont parties. Les médecins ont fait des burn-out. Et le gouvernement n'a pas investi suffisamment. Alors quelle est la solution? Je demande. Ramener les gens, dit Margot. Meilleur salaire, meilleures conditions de travail, plus de soutien. Mais tout ça demande de l'argent. Et l'argent, il n'y en a pas. Ou, je dis, l'argent va au mauvais endroit. Il me regarde. Qu'est-ce que tu veux dire? Dit le docteur Laurent. Salaire des administrateurs, bureaucrates, rénovation de bâtiments. Mais les infirmières, nous gagnons à peine plus que le salaire minimum. Et nous donnons nos vies. Silence. Tu as raison, dit le docteur Laurent. Et ça doit changer. Mais comment? En parlant, je dis. En élevant nos voix. Médias, réseaux sociaux, gouvernement. Partout. Margot sourit. Pour la première fois cette semaine, je la vois sourire. Emma, tu pourrais peut-être être une leader. Je suis juste une infirmière. Non, dit le docteur Laurent. Tu n'es pas juste une infirmière. Tu es une survivante. Et les survivants font les meilleurs leaders. Je rends visite à Anne-Sophie. Antoine est toujours là, tenant sa main. Sous ventilateur, sous sédation. Les moniteurs montrent de faibles signes vitaux. Comment va-t-elle? Je demande doucement. Pareil, dit Antoine. Les médecins essaient une nouvelle combinaison d'antibiotiques. Mais il n'y a pas beaucoup d'espoir. Je m'assois en face d'eux. Je regarde la main d'Anne-Sophie. Son tatouage. Je survivrai. Antoine, je dois vous dire quelque chose. Quoi? Hier soir, pendant que vous étiez à Lyon, j'étais là. Il y a eu un accident de bus. 30 blessés. 3 infirmières. Et nous les avons tous sauvés. 0 mort. Un miracle. De quoi parlez-vous? Parce que si ce système
ce système risé et effondré peut encore permettre des miracles. Peut-être qu'il y a un miracle pour Anne-Sophie aussi. Antoine pleure. Mais Léa a fait une erreur. Oui, mais ce n'est pas sa faute seule. C'est la faute de nous tous. Le système, le gouvernement, la société, nous tous. Alors que faisons-nous maintenant? Nous nous battons pour le changement, pour Léa, pour Anne-Sophie, pour toutes les infirmières. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Envoyez-la à vos amis, votre famille. Parce que le changement commence par la prise de conscience. Et la prise de conscience commence avec vous. Je vois Léa à l'entrée de l'hôpital. Elle est venue. Léa, qu'est-ce que tu fais ici? Je dois voir Anne-Sophie, dit-elle. Ses yeux sont déterminés. Mais tu as été suspendue. Je m'en fiche. Je dois la voir. Je dois m'excuser. Léa, Emma, s'il te plaît, comprends-moi. Si je ne m'excuse pas, je ne pourrai jamais me pardonner. Je la regarde. Une fille de 23 ans. Brisée mais encore courageuse. D'accord, je t'accompagne. Léa et moi entrons. Antoine est surpris. Vous êtes cette infirmière, dit-il. Pas en colère. Juste fatiguée. Oui, dit Léa. Sa voix tremble. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Elle s'effondre, en pleurs. Antoine se lève, s'approche, et la prend dans ses bras. Chut, dit-il. Je sais, mais j'ai tué votre femme. Non, tu as fait une erreur. J'en ai fait une aussi. Nous en faisons tous. Parce que nous sommes des êtres humains imparfaits dans un système imparfait. Mais, Léa, dit Antoine, la regardant dans les yeux, je te pardonne. Et ma femme t'aurait pardonné aussi. Elle vit encore, je lui dis, et toi aussi. Et à ce moment-là, les doigts d'Anne-Sophie bougent. Nous nous retournons tous. Le moniteur change. Le rythme cardiaque augmente. La saturation en oxygène augmente. Que se passe-t-il? Je crie. Un médecin court dans la chambre. Vérifie. Mon Dieu, dit-il. Elle répond. Les antibiotiques fonctionnent. Elle revient. Anne-Sophie se réveille. Lentement. Elle ouvre les yeux. Antoine, murmure-t-elle. Je suis là, dit Antoine, serrant sa main fermement. Je suis là mon amour. Je suis en train de mourir? Non, tu vis, tu te bats, et tu gagnes. Anne-Sophie nous regarde. Margot, moi, Léa, vous êtes tous là. Oui, je dis. Nous sommes tous là. Merci, dit-elle. Puis elle regarde Léa. Tu es cette jeune infirmière, n'est-ce pas? De la première nuit. Léa pleure. Oui, et j'ai fait une erreur. Je suis désolée. Chut, les erreurs arrivent. Mais tu es là. Tu es venue t'excuser. Ça demande du courage. Puis je suis sortie prendre l'air. Je suis sur le toit. Encore. Je regarde Paris. Margot me rejoint. Tu réfléchis? Dit-elle. Oui, à quoi? Tout, ce travail, cette vie, ces choix. Et, je me tourne vers elle. Margot, j'ai réalisé quelque chose. J'aime ce travail, vraiment. Mais le système me tue. Je sais. Alors que dois-je faire? Change-le. Quoi? Change le système. Si tu veux rester, reste. Mais ne reste pas en silence. Parle. Hâte-toi. Change. Comment? Par tous les moyens. Médias, réseaux sociaux, syndicats, manifestations. Le rapport du docteur Laurent. Tout. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Mais essayer c'est mieux que de ne jamais essayer. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé. J'allais rester. Après avoir longuement réfléchi, j'ai cru que c'était la bonne décision. Je resterai en tant qu'infirmière. Mais je ne resterai pas en silence. Plus jamais silencieuse. Le rapport du docteur Laurent a été publié dans les médias nationaux. Ça a fait scandale. Le ministère de la Santé a ouvert une enquête. Margot n'a pas pris sa retraite. Elle est toujours là. Mais maintenant, elle est coordinatrice de formation. Elle encadre les jeunes infirmières. Léa a réussi à garder sa licence. L'enquête a conclu en sa faveur. Défaillance systémique, pas individuelle. Maintenant, elle travaille dans un autre hôpital, dans de meilleures conditions. Anne-Sophie, elle a guéri complètement. Maintenant, elle est active. Elle fait campagne pour la réforme du système de santé. Son mari Antoine l'a rejointe. Il n'est plus infirmier mais activiste. Ensemble, ils se battent pour le changement. Et moi, je suis toujours à Saint-Antoine. Mais maintenant, il y a plus d'infirmières. 5 infirmières en garde de nuit. 8 le jour. Les salaires ont augmenté de 15%. Ce n'est pas suffisant mais c'est un début. Et grand-mère, elle vit 86 ans. Toujours à Lyon. Je lui rends visite chaque mois. Maintenant je ne manque jamais. Aujourd'hui, une nouvelle infirmière commence. Elle s'appelle Sophie, 24 ans. Son premier jour. Tu as peur? Je demande. Oui, dit-elle honnêtement. Bien, la peur te garde vigilante. Mais ne laisse pas la peur te bloquer. Vous avez déjà pensé à abandonner? Chaque jour, je dis. Mais ensuite un patient sourit, ou guérit, ou dit merci. Et je me souviens pourquoi je suis là. Le système est difficile, dit Sophie. Oui, mais nous sommes plus forts. Parce que nous sommes infirmières. Et les infirmières n'abandonnent jamais. Cette histoire est basée sur une histoire vraie. Et elle aurait pu être pire. Parce que chaque jour, dans le monde, des milliers d'infirmières mènent le même combat. Fatiguées, épuisées, brisées, mais encore là. Donnez votre soutien, soyez solidaires, aidez les infirmières, les médecins, tous ceux qui sauvent des vies, aidez-les. La bonté se multiplie quand on la partage. Abonnez-vous à cette vidéo et likez-la. J'attends aussi vos pensées. Au revoir, à la prochaine histoire.